passionnant, mais je vais quand même vous dire quelques mots sur la première présentation qu'on vous propose aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir Julien Duy, qui est historien et mythologue au sein du laboratoire d'anthropologie sociale et qui développe une recherche assez singulière et passionnante pour approcher non seulement l'histoire des mythes, mais la préhistoire des mythes. La recherche est évidemment très riche et Julien est l'auteur de plusieurs ouvrages. Et ce qu'il nous propose pour cette matinée, c'est d'approcher ça par en fait la question du feu, qui va nous permettre, vous allez le voir, j'espère, de comprendre en fait la spécificité de sa méthodologie et qui va, je pense, lui permettre aussi de partager avec nous ses recherches les plus récentes. Donc voilà, on est très content de vous accueillir, Julien. Je vous laisse prendre la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis enchanté d'être ici. Après l'introduction, il faut se montrer à la hauteur. J'espère que je le serai. Donc, je suis mythologue. Mythologue, ça ne s'inspire pas forcément confiance. Dans mythologue, il y a mytho. Sauf que mytho, à la base, puisqu'on parle de mythe depuis un moment maintenant, le mythe, avant tout, étymologiquement, c'est un récit. C'est quelque chose, un récit, qui va raconter la création du monde. Après, il y a eu un combat très, très rude entre mythos et logos d'une part, et mythos s'est retrouvé un petit peu refoulé dans les marges de l'imaginaire. Logos s'est accaparé la logique. Mais n'empêche qu'un mythe, à l'origine, c'est un récit. Alors, les mythes, il y en a beaucoup. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et on ne peut pas parler de tout. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les mythes liés au feu. Voilà, donc, superbe. Alors, pour la petite histoire, j'ai pris la photo au moment où je préparais la conférence. Il faisait froid, il faisait humide. Et je me suis dit que ça pouvait être une belle introduction, surtout que je n'arrivais pas à trouver de belles photos sur Internet. Alors, première chose, le feu, en quoi c'est essentiel? Parce que forcément, il faut contextualiser. Est-ce qu'il est possible que j'ai un micro pour pouvoir circuler en même temps? À la limite, je me sens toujours plus à l'aise en mouvement. C'est bon comme ça? Ah, c'est mieux. C'est bon, c'est mieux pour vous aussi? Donc voilà, donc le feu a changé beaucoup de choses au niveau de l'humanité. Ça, je vais passer assez vite, puisque ce n'est pas le cœur du sujet, mais il est nécessaire de le rappeler. D'abord, au niveau de l'alimentation, puisque le feu va permettre de cuire des aliments, va permettre de faciliter la digestion de certains aliments. Pensez à la viande, heureusement qu'on peut la cuire. Ça va permettre aussi de réduire, sans supprimer, la présence de certains parasites et de certaines bactéries. Ça va nous aider au niveau de l'énergie, puisque sans le feu, on serait moins capable d'assimiler de calories, donc ça permet d'accéder à davantage de calories, ça permet de faciliter la mastication, ça rend les aliments plus tendres, ça permet de se protéger, bien sûr, puisque les animaux sauvages n'aiment pas vraiment le feu, ça permet d'éloigner les prédateurs, de voir la nuit, ça permet également de vivre dans des milieux qui sont plus froids, et également, et c'est loin d'être anodin, au niveau du temps social, lorsqu'on a le feu, à la nuit tombée, on n'est pas obligé d'aller se coucher. On peut se retrouver ensemble. On peut discuter, on peut partager et se raconter sa journée et également des mythes. Voilà, et enfin, au niveau de la technique, ça nous a permis de consolider le bois, par exemple en le chauffant. Ça nous a permis de travailler la pierre, les ossements. Bref, le feu est un très vieux compagnon. Alors, depuis combien de temps? Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un vrai bazar. Parce que qu'est-ce qui s'appelle savoir domestiquer le feu? Si jamais, par exemple, on trouve des traces de feu dans un campement, qu'est-ce qui indique que le feu a été réalisé de manière volontaire? Qu'est-ce qui indique qu'il n'y a pas eu un incendie de forêt qui est passé par là? Et finalement, le feu, c'est une des rares traces que l'on retrouve. Donc chaque fois qu'on retrouve un foyer, dans les temps les plus lointains, il y a débat. Là, vous voyez, entre parenthèses, c'est le nom des chercheurs. C'est une convention, on met entre parenthèses le premier auteur et la date, ça permet de retrouver. Et comme vous pouvez le constater, il y a des usages possibles du feu très très tôt, sachant que la frontière n'est pas déterminée. En tout cas, ça précède Homo sapiens.
Voilà, donc là, on continue. Hein, c'est vraiment pour vous donner, a priori, je crois que c'est filmé. Donc ce sera le moment, si vous regardez la vidéo, de mettre en pause, hein, si vous voulez regarder, et puis de vous dire, je me rappelle de la suite de la conférence, mais ça, il est vraiment passé trop vite. Alors, à ma décharge, j'ai le droit à une demi-heure. Et on doit couvrir plus de 60 000 ans d'histoire. Je vous laisse calculer la vitesse à laquelle je dois parler et avancer. Donc voilà, là, on arrive à l'essentiel. Puisque si on parle de feu, l'être humain est un être bavard, est un être qui a besoin de faire sens, et lorsqu'il a domestiqué le feu, nécessairement, il a raconté des histoires autour des feux, mais aussi des histoires sur le feu. Sauf que vous allez me dire, oui, c'est bien, sans doute, mais c'était il y a tellement longtemps. Comment est-ce qu'on peut savoir, comment on peut remonter dans le temps, et comment on pourrait ressusciter ces paroles? Parce que bon, là, il nous a montré l'archéologie, ok, il y a des débats, etc., mais il y a des traces au niveau archéologique. On peut mesurer, on peut quantifier, mais les paroles, sitôt prononcées, elles s'effacent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, normalement, j'ai la moitié de la salle au moins qui est sceptique, j'en ai un quart qui n'ose pas parler, et j'en ai un quart qui connaît un peu mes travaux, et qui se dit, oui, je connais la réponse, moi, monsieur, moi, monsieur. N'hésitez pas à poser aussi des questions directement, quitte à ce qu'on pourrait éviter d'être bloqué sur tel ou tel point. Donc, quoi qu'il en soit, oui, la réponse est oui, on peut remonter dans le passé en utilisant des outils, de la trousse à outils du mythologue, et on peut utiliser plusieurs outils. Il y en a certains qui sont classiques, que vous connaissez peut-être, et d'autres qui sont plus novateurs. Il y a, en simplifiant, on peut diviser en trois parties. On va dire les méthodes classiques. On a ce qu'on appelle l'aréologie et on a la philomythologie. Les méthodes classiques, on a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss qui est notre immense anthropologue, qui n'est pas à l'origine du structuralisme, mais qui, en tout cas, a plus que contribué à en formaliser la structure. Donc l'idée de Lévi-Strauss, c'est que tous les récits à grands traits, parce que je sais qu'il y a des spécialistes de Lévi-Strauss dans la salle, donc à grands traits, il voit les récits mais en rapport de transformation, c'est-à-dire qu'un même récit va se diffuser, va se transmettre, mais en passant d'un peuple à un autre, il y a certaines choses qui vont changer. Par exemple, chez tel peuple, le feu aura été découvert par un nain. Chez le peuple voisin, où on valorise plutôt les grandes personnes, le feu aura été découvert par une géante. Et ainsi de suite, par transformation successive, on peut traverser, il a fait 4 ouvrages remarquables qui s'appellent les mythologiques, où en montrant les rapports logiques entre les récits, il traverse les 2 hémisphères au Nouveau Monde. Donc bien sûr, les changements s'expliquent par un fond culturel, hein, c'est pas, voilà, s'il y a une transformation, c'est qu'il y a une raison derrière selon les valorisations. Et pour lui, le feu, ce n'est pas un simple élément de récit. Le feu, ça permet d'absorber des contradictions. On vit dans un monde qui est rempli de contradictions. Il y a le haut, il y a le bas, il y a la nuit, il y a le jour. Et le feu permet d'articuler l'ensemble. C'est un symbole qui est bon à penser, ça permet d'articuler. Alors, avec sa méthode, il va étudier une mythologie du feu, entre autres, dans les mythologiques, qui couvre les 2 hémisphères. Il va montrer qu'il y a un récit commun qui traverse les 2 Amériques. Et dans ce récit commun, à chaque fois, le feu est au centre d'une guerre entre les êtres célestes et les êtres terrestres. Vous voyez déjà, première opposition. Dans une même histoire, on fait tenir 2 oppositions, le ciel, la terre, le haut, le bas. Ensuite, il va montrer que c'est un combat entre le ciel et la terre, mais entre les créatures du ciel, les créatures de la terre, entre par exemple les oiseaux et les mammifères. Il va montrer que dans tous ces récits, il y a une opposition d'un point de vue sociologique entre des groupes ennemis qui sont assimilés et matrimoniaux, et ainsi de suite. Ce qui fait que ce n'est pas forcément la même histoire qu'on va retrouver d'un point à un autre, mais c'est un ensemble de ça, c'est une structure commune qui va se développer sur les 2 Amériques. Et ce qui est intéressant, c'est que si on trouve cette structure sur les 2 Amériques, il y a 2 hypothèses. Soit elle est arrivée récemment et elle s'est diffusée, mais essayer de faire renoncer à ces mythes un peuple, c'est impossible. Soit la deuxième hypothèse, c'est que ce mythe-là, cette structure-là, remonte au premier peuplement des Amériques, ce qui nous fait déjà un sacré bond en arrière. Bon, dedans, on a aussi l'idée que la femme est elle aussi médiatrice, puisqu'elle devient intermédiaire entre le feu et la société. Donc voilà, ça c'est la première méthode. Elle n'est pas nouvelle, elle a été brillamment illustrée par Claude Lévi-Strauss,
et elle est réutilisée encore aujourd'hui. Deuxième méthode. Alors ça, c'est une méthode qui trouve ses racines au XIXe siècle, avec ce qu'on appelle l'école finnoise de mythologie. Le principe, de conte plutôt pour l'époque, le principe est assez simple, c'est faire la géographie des mythes. Un mythe n'est pas réparti de manière aléatoire à travers le monde. Il ne faut pas imaginer, je vais vous montrer des cartes après, il ne faut pas imaginer que des récits apparaissent un peu partout, comme ça, tiens, là ça va apparaître ici, ça va apparaître là, etc. En fait, il y a des cohérences au niveau de la répartition. Et les cohérences ne peuvent, l'aire de répartition d'un récit, ne peut s'expliquer que s'il y a quelque chose derrière, soit une diffusion, soit des migrations. Donc, les chercheurs qui s'intéressent à ça, hein, on a Yuri Bereskin en Russie, par exemple, on a Michael Witzel dans le monde anglo-saxon, on a Jean-Loïc Lequelec en France. Ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent plein de motifs, plein de récits, et qui regardent sur la carte du monde où c'est réparti. Et à partir de là, ils vont en tirer des conclusions. C'est un travail qui est minutieux, ça demande beaucoup de lecture. C'est un travail qui n'est jamais fini, parce qu'on laisse toujours un récit de côté. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit les cartes au fur et à mesure des publications qui se remplissent, mais c'est aussi un travail qui, vous allez le voir, est pleinement réfutable. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, l'école finnoise, c'est au XIXe siècle, et je vois que j'ai déjà 10 minutes d'utiliser, donc faites-moi confiance. École finnoise, XIXe siècle, ils ont commencé à travailler là-dessus en s'appuyant sur les contes. Voilà un premier exemple, c'est tiré du dernier ouvrage de Yuri Bereskin, qui est en russe, hein. Mais aujourd'hui, avec les outils actuels, il est facile de traduire différentes langues. Donc là, vous voyez la carte du monde. Vous reconnaissez, j'imagine, la planète, l'Afrique en bas à gauche, l'Australie en bas à droite et les deux Amériques en haut. Donc c'est vu du haut. Vous avez des points de couleurs différentes. Vous avez des points bleus et les points rouges. Chaque point représente un type de mythe différent. Tous les points bleus, c'est ce qui renvoie à l'esprit féminin du feu. C'est-à-dire que partout, vous voyez un point bleu, Yuri Bereskin, qui a une base de données immense, hein, alors, lui, avec certains collègues, il a épluché plusieurs dizaines de milliers de sources, et la base de données est accessible sur Internet en russe. Donc, quoi qu'il en soit, partout où il y a des points bleus, ça indique que le feu est personnifié, soit sous la forme d'une femme qui est souvent âgée, soit sous la forme d'une femme et de son mari qui est maître du feu. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite? C'est que ce n'est pas universel. On va le retrouver en Eurasie, hein, dans l'Eurasie continentale, on va le retrouver en Amérique du Nord, un tout petit peu en Amérique du Sud, mais ce n'est pas universel. Deuxième point, les points rouges. Les points rouges, ça indique que la femme est la propriétaire du feu. C'est-à-dire qu'autrefois, le feu était possédé par une femme, et elle n'a pas inventé le feu, hein. Elle l'a trouvé, elle l'a récupéré, et généralement, les hommes ont volé le feu. Donc quand on observe les deux choses, on se rend compte que la carte est contrastive. Vous avez d'une part l'hémisphère sud, hein, vous voyez hein, l'Afrique, l'Asie du Sud, du Sud-Est, l'Australie, puis les deux Amériques, et puis au-dessus, vous avez l'Eurasie continentale. Si on continue à chercher, il y a le point violet où il y a les deux traditions. Si on continue à chercher, on se rend compte que cette répartition entre deux blocs, on la retrouve ailleurs. Par exemple, ici, c'est une carte qui montre à travers le monde où est-ce qu'on allume le feu en utilisant le forêt à feu, vous savez, lié au frottement et au bois. Et là, vous avez l'allumage du feu par percussion. Vous voyez, en Eurasie, l'opposition en Eurasie, encore une fois, des deux côtés. Là, ici, c'est l'association du son bou ou pou avec le mot cendre. C'est-à-dire, quand on regarde les mots, bou et pou sont associés au mot cendre, là où il y a des points. Ce n'est pas universel. On pourrait imaginer que les associations sont arbitraires. En fait, dans les faits, ici, ce n'est pas universel. On va le retrouver en Afrique, en Asie du Sud, du Sud-Est, en Australie et dans les Amériques. Et là, ça j'ai fait les calculs d'un point de vue purement statistique, mais on a la même association australe pour le son ini et le mot feu. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement les mythes, hein, on retrouve des choses qui sont communes. Et quand on regarde les mythes, il y a d'autres récits qu'on retrouve dans l'hémisphère sud et d'autres qu'on retrouve dans l'hémisphère nord. Par exemple, ici dans l'hémisphère sud, c'est ce qu'on appelle les mythes d'émergence, qui racontent comment l'humanité, ou les animaux, ou les deux, sont sortis de sous le sol. Tandis qu'ici, c'est le plongeon cosmogonique qui raconte comment il y avait de l'eau absolument partout, et un animal va plonger au fond de l'eau, récupérer de la terre, l'apporter à la surface et créer les premiers continents. Donc vous voyez, nord,
sud, nord, sud, ou sud-nord, sud-nord. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de sens. Et on retrouve ça à plein de niveaux. Alors, comment l'expliquer? Parce que finalement, c'est ça. On le constate, on fait un recensement, on se rend compte que ce n'est pas limité à un mythe. Là, je vous ai montré quelques-uns, mais il y a plein de mythes qui ont cette répartition opposée. D'un point de vue archéologique, linguistique, etc., on trouve de très, très nombreuses traces. Eh bien, en fait, on peut comprendre la chose à partir du moment où on s'intéresse à l'histoire du peuplement de la planète. Homo sapiens va quitter l'Afrique. Alors, il ne quitte pas, en simplifiant, je vais parler de la sortie d'Homo sapiens d'Afrique. En fait, c'est plus compliqué parce qu'Homo sapiens sort, rentre, décide d'aller plus loin. Il y a Toba qui explose, un immense volcan, tout le monde manque de mourir, puis on revient, etc. Bref. On va simplifier, on va parler d'une sortie d'Afrique, sachant que dans la salle, personne ne doit être dupe dessus. Les premières sorties d'Afrique, on est en pleine période glaciaire, c'est-à-dire qu'Homo sapiens ne peut pas aller partout. Il va quitter l'Afrique, il ne peut pas aller au nord, il fait trop froid. Donc il va longer les côtes du Pacifique. Et en longeant les côtes du Pacifique, il va atteindre donc, glaciation, beaucoup de glace, beaucoup moins d'eau, et en faisant quasiment que marcher, il va atteindre l'Australie. L'Australie qui est atteinte il y a environ 65 000 ans. Là encore, c'est sujet à débat. Bon, globalement, le consensus actuel, jusqu'à preuve du contraire, c'est 65 000 ans. Puis après, en longeant les côtes du Pacifique, il va remonter, probablement passer par le détroit de Bering, descendre le long des côtes ouest des Amériques, probablement par cabotage, par glaciation. L'Amérique du Nord est inhospitalière au possible, et va atteindre l'Amérique du Sud. Dans un deuxième temps, Homo sapiens partant au réchauffement de la planète, là c'est le bon réchauffement de la planète, puisque c'est un réchauffement qui va nous permettre d'aller partout, et pas de rendre inhospitalier une grande partie de la planète. Donc on arrive en Asie, ils partent d'Asie du sud-ouest, et là ils vont aller s'installer durablement en Europe et dans l'Eurasie continentale. Alors entre les deux, il y a des montagnes, il y a des déserts, ce qui fait que les deux populations échangent relativement peu entre elles, finissent par se rejoindre près du détroit de Bering, donc à l'extrémité orientale de l'Asie. Et là, il y a un grand mouvement de population qui va peupler les Amériques, puis une série de mouvements qui arrivent après et qui se retrouvent limités à l'Amérique du Nord. Donc, vous regardez la carte de peuplement et vous regardez les mythes dont je vous ai parlé. Le feu, première propriété de la femme, et le feu personnifié sous la forme d'une femme. Vous voyez les points communs ? Alors, bien sûr, on pourrait sortir d'autres explications en disant c'est le hasard. Oui, mais le hasard n'expliquerait pas pourquoi on a ce regroupement. On pourrait dire, mais oui, mais c'est évident, c'est la diffusion des missionnaires. Non, parce que c'est des récits qui sont profondément intégrés dans l'ontologie des différents peuples, et on a des documentations qui sont très, très anciennes. En fait, ce que vous voyez là, auquel on peut additionner la technologie, la linguistique, c'est une trace de nos premières migrations. Voilà, génial. Pour le moment, c'est pas mal. Il me reste 13 minutes. OK. Donc, 13 minutes, ça va le faire. On a une carte, c'est génial. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être sûr du sens des flèches? Parce que finalement, sur une carte, là que vous voyez ici, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un mythe apparu, par exemple, en Asie du Sud, qui serait retourné en Afrique et qui serait passé dans le Sahel? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des récits qui viendraient des Amériques et qui seraient retournés en sens inverse? Parce que là, oui, effectivement, on peut faire une corrélation, mais on n'a pas le sens. En fait, on a une image figée, et la géographie, c'est de l'histoire en 2 dimensions, mais on n'a pas le sens de l'évolution des populations. Et c'est à ce problème que j'ai voulu m'attaquer. Donc la philomythologie, c'est l'idée de faire des arbres de mythes, un peu comme les arbres généalogiques. Vous avez tous vu des arbres généalogiques, soit dans les salles de classe, vous vous rappelez, en salle d'SVT, il y avait l'arbre du vivant, avec d'un côté vous aviez Homo sapiens, et puis à côté, généralement, on voisinait au niveau des branches avec un chimpanzé ou un gorille, puis après on descendait, on était plus loin, il y avait les oiseaux, etc. Et plus les branches étaient proches, et plus on était proche d'un point de vue d'ascendance commune. Bon, ça se joue pas en années, mais ça se joue plutôt en millions d'années, mais n'empêche, vous voyez le principe. Eh bien, le principe de la philomythologie, c'est de faire exactement la même chose avec les mythes. Reconstruire le grand arbre des mythes. Donc c'est ce que je vous disais, exercice d'SVT, c'est tiré d'un manuel de seconde. Donc vous voyez ici, on a Homo sapiens, qui est à côté d'un chimpanzé, pour changer, puis d'une souris, etc. Plus ils ont de points communs, et plus ils seront proches au niveau de l'arbre.
Donc là, il paraît que j'ai un pointeur. Donc par exemple, ici, vous avez une série de traits diagnostiques. Et chez l'homme et le chimpanzé, vous voyez, les traits sont ici, vous avez une série de 1 en commun. Chaque fois qu'il y a 1, le trait est présent. Donc on a beaucoup de 1 en commun, ce qui veut dire qu'on a un ancêtre commun récent. On a moins de points en 1 en commun avec la souris, ce qui veut dire que notre ancêtre est plus lointain. Et on a encore moins de points de 1 en commun avec la grenouille, ce qui veut dire que ça remonte encore plus dans le temps. Plus on a de 1 en commun, de traits communs, plus on est proche, plus on a de 0 en commun, plus on est éloigné. Jusqu'à là, ça va pour tout le monde? Donc la question, c'est en mythologie. En mythologie, il y a une série de points communs. Voici un tableau, il y en a un autre après, entre les deux. C'est de l'analogie. Bien sûr que les mythes ne sont pas des êtres vivants. Vous n'allez pas sortir là tout à l'heure en croisant un mythe qui va s'enfuir juste devant vous. Un mythe, ce n'est pas vivant. Mais un mythe, c'est de l'information et on peut comparer cette information, l'information contenue dans les différents mythes. Et il y a une série d'analogies. Je n'ai besoin que vous n'acceptiez qu'un seul élément. L'idée qu'un mythe peut être divisé en petites unités et que lorsqu'on répète un mythe, on ne répète jamais tout. J'ai juste besoin de ça. Tout le reste, à la limite, c'est pour la beauté, ça fait un tableau, c'est joli, mais j'en ai pas forcément besoin. J'ai juste besoin que vous acceptiez qu'un récit, on ne le répète jamais parfaitement et qu'on peut le diviser en plein de petits éléments différents. C'est bon pour tout le monde, ça? Tout le monde accepte? Très bien, je vous ai convaincu, ça y est. Donc vous voyez, on continue de l'utilité de la vidéo qui permettra de mettre pause. Donc, les mythes évoluent comme des lignées vivantes. Comme, une fois encore, ne veut pas dire « sont des lignées vivantes ». Ils se transmettent, ils mutent, ils se recomposent, mais ils gardent toujours une petite part de ce qu'ils étaient avant. Si je vous raconte une histoire, même si vous la transformez beaucoup, il y aura toujours une part de ce qui était avant. En fait, Claude Lévi-Strauss disait qu'on ne discute pas les mythes du groupe, on les transforme en croyant les répéter. Il y a une volonté de conserver, chaque fois on les modifie un peu. Alors maintenant, forcément, j'ai une houle de protestation dans la salle, complètement, qui indique, mais oui, mais dans le vivant, c'est facile, il y a les protéines, il y a les gènes, il y a des choses à comparer. Je veux dire, on peut identifier des choses. On a le phénotype, mais dans les mythes, c'est quoi? C'est des mots. Comment est-ce qu'on peut comparer des mythes entre eux? C'est très beau, c'est une belle analogie, mais là, il est gentil le chercheur, il est en train d'essayer de nous entourlouper. Vous auriez raison de râler. En fait, les mythes, il est possible de les diviser en plusieurs choses. La première chose, c'est un mythème. Alors, un mythème, par exemple, les versions du Petit Chaperon Rouge, on reverra ça après. Quand je vous raconte un mythe, on va faire autrement. Quand je vous raconte un mythe, vous pouvez diviser le mythe en plein de petites phrases très courtes. Dans chaque phrase, vous voulez mettre une information. Alors, c'est casse-pied à écouter, mais n'empêche qu'on peut le faire. Si je raconte, par exemple, on parlait du mythe du feu possédé par la femme. Le feu n'existait pas sur Terre. Le feu était possédé par une femme. Le feu était possédé par un homme. La personne qui possédait le feu ne le passait pas aux autres. Vous voyez, une phrase, une information. Et en faisant ça, on peut obtenir plein de petites phrases qu'on met côte à côte et on obtient en fait des unités d'analyse. La deuxième possibilité, ça permet de comparer différentes versions d'un même mythe, c'est les récits types. Alors les récits types, c'est le Petit Chaperon Rouge. Je peux vous raconter plusieurs versions du Petit Chaperon Rouge. Il y a un type de récit que vous cataloguez comme le Petit Chaperon Rouge et vous savez ce que c'est. Bon, le problème des récits types, c'est que ça marche surtout en Eurasie. En Amérique, par exemple, ils n'aiment pas beaucoup les récits types et des récits qui se retrouvent tout le temps, il y en a très très peu. En fait, en Amérique, ils préfèrent encore une chose, ils préfèrent les motifs, c'est-à-dire qu'ils divisent chaque histoire en une série de petits épisodes, mais ils recombinent différemment les épisodes selon les narrations. Donc, si imaginez, vous avez votre série préférée et vous la regardez dans le désordre. C'est-à-dire, c'est un peu le principe. Donc, on regarde les petits épisodes les uns derrière les autres. Alors, des épisodes, ça peut être par exemple le motif, le feu est possédé primitivement par une femme, l'arc-en-ciel et un serpent, etc. Donc, 3 niveaux d'analyse qui sont possibles. Alors, pour remonter dans le temps, le plus solide, c'est les motifs. Pourquoi? Parce que les mythèmes, diviser des récits en toutes petites phrases, le problème, c'est que ça implique qu'on a un récit type sur lequel s'appuyer. Or, les récits types, au niveau mondial, il y en a très, très peu. Par contre, les motifs, on peut les raconter légèrement différemment
ils se préservent et ils sont facilement reconnaissables à travers le temps. Donc si on veut remonter dans le temps, il vaut mieux utiliser les motifs. Donc ça, on va passer, c'est des termes techniques, taxa, etc. Qu'est-ce qu'on peut utiliser après? Qu'est-ce qu'on compare? Alors, 3 possibilités, pareil. On peut comparer un mythe, mais je vous ai expliqué pourquoi un mythe, c'est un type de récit, c'est compliqué pour monter dans le temps. On peut utiliser des traditions. Des traditions, c'est une unité culturelle et linguistique. Par exemple, la tradition allemande, la tradition khoïsane. Alors oui, il y a sujet à débat également, mais n'empêche qu'il y a une cohérence culturelle. Et enfin, on peut fonctionner par aire culturelle. Aire culturelle, c'est plein de traditions qui sont les unes à côté des autres. Et l'avantage d'une aire culturelle, c'est que si quelqu'un, un peuple, oublie quelque chose, le peuple voisin va s'en souvenir. Donc, ce faisant, on peut retenir 2 choses, les traditions et les aires culturelles. J'ai 6 minutes 20, c'est pour ça que je me dépêche, je suis désolé. Donc voilà, les taxa, c'est soit les aires culturelles, soit les traditions. Les unités de mesure, c'est les motifs. Donc il y a plusieurs exemples. Par exemple, le feu a été volé à un animal, l'hirondelle a obtenu le feu vient du ciel, les femmes ont d'abord possédé le feu. C'est bon pour tout le monde, ça? Donc au niveau du codage, ce qu'on sait, par exemple, j'imagine, un cas de tradition, le feu a été volé avec Joe Dalton. Dans certaines traditions, ce sera présent, dans d'autres, absent. Le feu a été volé par une hirondelle, absent, présent à chaque fois. Ça, je peux le transformer en données binaires, avec des 0 et des 1. Vous vous rappelez, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça permet de comparer les traditions entre elles. Alors vous voyez ça, c'est des aires culturelles. Moi, je vois ça. Et pour être plus exact, je vois plutôt ça. Donc, pourquoi il faut démultiplier et augmenter? Parce qu'on peut se tromper. C'est humain, c'est de la recherche. Et dans ce cas, il faut démultiplier les motifs, parce qu'une erreur, comme ça, sera absorbée dans le lot. Alors après, il y a différentes méthodes. Je vous demande de me faire confiance. Il y a différentes manières statistiques de pouvoir aborder les choses. Pourquoi? Parce que chacune a ses forces, chacune a ses faiblesses. Et on peut faire dire beaucoup de choses statistiques, et que la moindre des choses, c'est un souci de prudence. Donc quand on aborde un thème, on ne fait pas mouliner un logiciel ou 2 logiciels, on en fait mouliner beaucoup, avec des algorithmes différents, et parfois ça peut durer plusieurs jours de calcul. Voire, dans le pire des cas, j'ai un logiciel qui a tourné pendant 1 mois et demi, c'était au tout début de mes recherches, et pour la petite histoire, j'ai eu une mise à jour Windows au bout d'1 mois. Donc, un peu plus d'1 mois. Je sais qu'il me restait une petite semaine, j'étais tout content, je me suis dit, enfin, on va y arriver. Il faut imaginer, il faisait chaud, j'avais mis un petit ventilateur à côté de mon ordinateur pour qu'il puisse faire ses calculs, etc. J'arrive le matin, mise à jour Windows, j'avais tout perdu. Donc, on obtient des arbres. Voilà, par exemple, un arbre qu'on obtient à partir de la base de données de Yuri Bereskin concernant les motifs liés au feu. Donc ce que vous avez là, c'est lié aux aires culturelles. Donc vous avez une série de traditions qui se ressemblent. J'ai refait la même chose, mais en m'intéressant aux traditions, changement de niveau d'analyse. Normalement, si l'arbre est solide, on doit retrouver plus ou moins la même chose. Départ en Afrique, passage par le Sahul, l'Australie. Ensuite, on arrive, alors là seulement d'un côté, on a l'Amérique centrale, on atteint l'Amérique du Sud, et à droite, l'autre branche, en fait, ça couvre l'Amérique du Nord. Vous voyez les ressemblances entre la structure des 2 arbres? Bon, on va dire que c'est le corpus. Et bien, changeons de corpus. Je me suis appuyé sur un corpus qui est celui de Fraser. Fraser a fait un ouvrage, c'est un ethnologue et anthropologue anglais, qui a fait un ouvrage remarquable. Sur les mythes liés au feu, il en a collecté de très nombreux. Aucun biais possible, c'est pas moi qui fais le corpus. À partir de là, j'ai reconstruit un arbre. Afrique. Donc Eurasie, quand on regarde l'Eurasie du Sud et du Sud-Est. Australie. Amérique du Sud. Amérique du Nord. Donc en fait, on a plusieurs corpus. Les résultats sont les mêmes, ça rejoint l'aréologie. Et ce que vous voyez là, ce qui se dessine, c'est le chemin que les premiers humains ont parcouru. Les mythes permettent de redessiner les premières migrations humaines. Et il n'y a aucune indication géographique dans les données. Ce ne sont pas mes corpus. Je teste. Alors là, je vous ai montré en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a d'autres types d'arbres. Là, je vous en ai mis, il y a des réseaux, il y a plein de chiffres partout. J'aime beaucoup les chiffres. Mais j'en ai pas mis beaucoup.
Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelque chose de très solide. Et que ça, on l'obtient, mais on l'obtient aussi avec d'autres corpus. On l'obtient par exemple avec la mythologie liée au dragon, la mythologie liée à la mort. Donc ça, c'est démultiplié par un très très grand nombre de corpus. Voilà, dernière chose. Quand on a un arbre, on peut reconstruire les premières migrations humaines. C'est déjà, a priori, très très sympa. Rien que pour ça, c'est bon, je pourrais dire j'ai terminé. Mais en fait, une fois qu'on a ces données, on peut inférer statistiquement l'état premier des mythes. Alors il s'agit de statistiques, n'allez pas dire en sortant on a vu, on peut reconstruire les premiers mythes de l'humanité. C'est plutôt, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt qu'il y a telle ou telle probabilité que tel ou tel trait ait existé. Là, ce que vous avez derrière, j'aime bien utiliser cette image parce qu'au moins elle est claire, c'était lié à un autre mythe qu'on appelle la chasse cosmique. J'ai étudié énormément de récits. Là où vous avez des points noirs en haut, ça signifie qu'un mythème, qu'un trait est présent. Là où il y a des points blancs, ça signifie que le trait n'est pas présent. Et quand on compare les présences et les absences, si par exemple on a deux traits, vous voyez, on a deux, je reprends mon petit laser, vous voyez ici, on a deux points qui sont noirs, ça veut dire que l'ancêtre commun, a priori, connaissait le trait. Ici, on a deux points qui sont blancs, ça veut dire que l'ancêtre commun, a priori, connaissait également le trait. Et on peut remonter comme ça dans le temps. Alors là, j'ai pris quelque chose qui est très clair. Normalement, mes camemberts, généralement, ils ne sont pas... Vous voyez, j'ai un petit rappel ici en haut qui me dit « c'est bientôt fini ». Donc là, par exemple, vous voyez, le camembert, il n'est pas complètement noir, il est un tout petit peu blanc. Bon, là, c'est un exemple qui est là pour être clair. Et en faisant ça, progressivement, nœud par nœud, on peut descendre jusqu'au premier récit, la première mythologie qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut reconstruire? 3 arbres, on a des reconstructions différentes. Et c'est normal, c'est une analyse de sensibilité. Mais on a des traits qui reviennent pour les 3. Le premier, c'est que le feu est volé à son propriétaire d'origine ou repris à un voleur. Donc vous voyez, sous des formulations un peu différentes, on le retrouve dans les 3. Ça tombe bien, l'archéologie avait montré la même chose. Ensuite, un personnage féminin est la propriétaire ou l'inventrice du feu. Pareil, quand vous regardez, on le retrouve dans les 3. Et enfin, on le retrouve dans 2. On a l'idée ici... Oula, mauvais bouton. On retrouve ici l'idée que le feu vient du ciel. Et là, qu'autrefois, pour faire cuire, on utilisait son corps. D'un point de vue statistique, là encore, c'est très improbable. Il faut bien imaginer que les traits analysés sont différents à chaque fois et qu'on retombe sur les mêmes traits avec la même structure de l'arbre. Au niveau probabilité, ça peut toujours arriver, mais plus on augmente les données, et moins c'est probable. Quant à l'Eurasie continentale, celle qui nous intéresse, vous savez, là où nous vivons actuellement, quels sont les récits qui sont reconstruits? Ces récits du Paléolithique qui sont apparus en Asie du Sud-Est. Alors, on a l'idée de personnification, on reconstruit encore avec les différents éléments, l'idée que le feu est la personnification d'une femme. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'au Paléolithique supérieur, en Sibérie, on retrouve, près des foyers, on retrouve des petites statuettes de Vénus. Vous savez, des femmes qui sont enterrées, littéralement, près du foyer. D'un point de vue archéologique, ça fait sens. Ensuite, on retrouve encore l'idée que le feu est volé. Et la dernière chose, d'où d'ailleurs, même si ce n'est pas exactement des hirondelles, d'où ma chemise, c'est cette idée qu'une hirondelle vole le feu pour les humains. Et ce récit qui raconte comment les hirondelles vont voler le feu pour les humains, on en trouve des traces dans l'Égypte antique, on en retrouve des traces partout en Eurasie, un tout petit peu en Amérique du Nord, ce qui est cohérent. Mais ce qui est absolument formidable, c'est que cet été, de passage chez un ami en Normandie, le voisin vient nous rendre visite et dit « je ne veux pas détruire le nid d'hirondelles parce que ça porte malheur et je risque d'avoir du feu dans la maison ». Ça veut dire que sans le savoir, il répète, parce que ce n'est pas juste lui qui le connaît, en fait, c'est quelque chose qui est, d'un point de vue traditionnel, on retrouve dans plusieurs territoires européens. Mais quoi qu'il en soit, sans le savoir, il a répété une tradition plurimillénaire. Voilà. Alors, je termine juste par un appel à la prudence, parce que c'est bien beau, j'ai montré des graphes, c'est joli, ça donne envie d'y croire. Ne le croyez pas, vérifiez et testez. Mais il y a quelque chose, en fait, d'un point de vue de la science, c'est tester avec soin chaque donnée. Il faut utiliser plusieurs bases de données. Là, j'en ai utilisé 2. En fait, en réalité, généralement, j'en utilise 3 ou 4.
Pourquoi? Parce que chaque base de données a ses biais. Il faut utiliser plusieurs angles, changer les définitions, tester différentes manières, différentes méthodes. Il faut faire varier les paramètres, parce qu'un algorithme, ça dit quelque chose. Mais un autre algorithme, il y a plein de pièges statistiques en fait. Si on ne varie pas les paramètres, on obtient un arbre. Il y a certains chercheurs qui le font pour tester parfois des arbres qui sont publiés dans des revues. Certains chercheurs, ils trouvent leur arbre, ils utilisent leur algorithme, puis ça ne marche pas avec un autre algorithme. Il faut utiliser le plus grand nombre d'outils statistiques. Là encore, j'ai survolé, en fait, il y a plein de méthodes, il y a des réseaux, etc. Et chaque fois vérifier que c'est solide. Parce que là, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a des méthodes pour savoir si l'arbre explique bien la variété des données. Puis il faut croiser les résultats avec tout ce qu'on a sous la main, de l'archéologie, avec de la génétique, avec de la linguistique. Et c'est seulement après ça qu'on peut dire qu'on a possiblement pu reconstruire quelque chose. Alors l'image que je prends souvent, très souvent, c'est les cas plats. Alors vous vous rappelez les jeux de notre enfance où on faisait des tours avec des petits morceaux de bois. Le jeu est simple, le but c'est de faire la tour la plus haute possible. Et puis au bout d'un moment, on met le cas plat de trop et la tour s'effondre. Bon, alors pour le moment je fais ma tour. C'est pas encore effondré. Il y a un moment, ça s'effondrera. C'est la marge de la science, quelqu'un trouvera mieux et c'est génial. À titre personnel, je n'ai pas investi d'affect dans la méthode. Et puis j'ai plein d'autres choses à explorer, donc si ça vous tente, prouvez-moi que j'ai tort. Et puis de toute façon, Dumézil, qui est aussi un grand mythologue, a dit quelque chose de très vrai. Il a dit que ses ouvrages, un jour, ils seraient périmés, mais que ce serait très simple. Il suffirait de le retirer du rayon science pour le mettre dans les rayons fiction. C'est une belle place aussi. Voilà. Alors, je mets beaucoup, même si je suis très en retard, je mets beaucoup d'articles en ligne, parce que de toute façon, par définition, la science fonctionne en partageant le savoir, et deux, le but, c'est de donner tous les moyens possibles aux personnes qui ne sont pas d'accord de prouver que j'ai tort. Mais c'est une bonne chose, en fait. Vraiment dit comme ça, mais c'est vraiment une bonne chose. Et puis là, je n'ai fait qu'un tout petit survol, Comme je vous disais, j'ai abordé beaucoup de mythes différents. Entre les articles et les 3 ouvrages, si certaines personnes veulent creuser, c'est avec plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer mon mail est facile à trouver sur Internet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Et 5 minutes en trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Est-ce que l'outil que vous avez, on peut aussi l'utiliser pour discriminer les faux mythes dont on a parlé hier, c'est-à-dire des mythes qui sont des grands récits qui font disparaître les oppositions, justement, ce qui est la matrice des oppositions contrastives, et qui sont aujourd'hui prolifèrent à travers la fausse information, l'IA, etc. Alors, souvent, derrière les faux mythes, il y a une véritable généalogie. Ils ne sont pas apparus brusquement. S'ils arrivent à s'enraciner comme ça en nous, c'est qu'ils s'appuient sur quelque chose de beaucoup plus ancien, et c'est juste une reconfiguration de récits beaucoup plus anciens. Après, est-ce qu'on peut parler de vrais mythes ou de faux mythes? C'est porter un jugement de valeur, et là-dessus, mon travail ne consiste pas, en fait, à dire d'un récit s'il est vrai ou il est faux. C'est essayer de comprendre comment ça fonctionne. Par contre, effectivement, si on arrive à retracer la généalogie d'un mythe, si on arrive à se dire que ce récit est hérité du passé, ça nous laisse plusieurs choix, une fois qu'on les a détectés. Parce que c'est très compliqué de détecter un mythe. En fait, un mythe, on en a tous avec nous. Entre la mythologie collective et la mythologie personnelle, ce qu'on se raconte en boucle, qui ne s'appuie pas sur la réalité, mais qui construit notre vie, on a tous de la mythologie en nous. Et on ne s'en rend pas compte. Mais à partir du moment où on se rend compte qu'un mythe est un mythe, qu'est-ce qu'on fait? Choix numéro 1, on s'en moque. Choix numéro 2, on s'en moque, de toute façon, je ne me pose pas la question, je continue ma vie. Choix numéro 2, ça nous perturbe, mais on le maintient, pour plein de raisons. Parce qu'on a besoin pour sa construction, parce qu'on a besoin pour que la société tienne. Choix numéro 3, on le remet en question. Mais c'est compliqué, parce que si on se débarrasse d'un mythe, l'air de rien, qu'est-ce qui arrive juste après? Un autre mythe. Et dernier choix, notamment pour les faux mythes, on change le sens qu'on met dans le mythe. C'est-à-dire que finalement, il y est, mais un récit, ce n'est qu'un récit. Il ne vaut que par le sens qu'on met derrière. Si je vous raconte, par exemple, que les femmes possédaient autrefois le feu, certains vont l'interpréter, et puis que ça a été pris par les hommes, certains vont l'interpréter comme une arrivée du patriarcat. Mais d'autres vont dire, mais oui, mais les femmes, plutôt patriarcales pour le coup, vont dire, mais les femmes autrefois ont eu le feu, elles en ont abusé, c'est pour ça que les hommes l'ont eu. 2 histoires, 2 versions différentes.
Donc, ça ne permet pas de détecter, mais à partir du moment où on a conscience qu'un mythe est un mythe, on peut en jouer. Je vous ai assommé, c'est ça? Trop de données. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais vraiment poursuivre sur cette question de la normativité des mythes. Quand vous évoquez l'analogie entre la phylogénie et la phylogénie des mythes, en fait, dans l'évolution naturelle, il y a un mécanisme de mutation, et là vous avez parfaitement expliqué l'analogie avec le mythe et ces toutes petites variations qui interviennent à chaque transmission. Et puis, il y a aussi un mécanisme de sélection qui fait que dans l'évolution biologique, il va y avoir des mutations avantageuses d'un point de vue adaptatif qui vont, du fait de cet avantage, se transmettre, et le trait va être sélectionné et transmis parce que justement, il y a de la normativité. Et je me demandais, et je comprends tout à fait pourquoi ça n'a pas été abordé directement pour l'instant dans votre présentation, mais je me demandais si dans vos travaux, par ailleurs, vous aviez aussi des hypothèses sur ces mécanismes de sélection. Et on a évoqué les mythes disparus, mais il y a aussi tous les mythes qu'on pourrait imaginer comme des mythes avortés, les mythes non transmissibles, etc. Est-ce que vous avez des hypothèses, et je reviens sur cette question normative, sur ce qui fait un bon mythe et sur ce qui donne un avantage adaptatif à un mythe pour être plus ou moins bien transmis? Alors oui, nécessairement, j'ai travaillé dessus. Vous avez eu même une toute petite présentation, je n'ai pas réussi à tenir les délais, donc j'ai dû faire nécessairement des choix. Alors oui, quand on raconte un récit, il y a plein de variables, de variantes plutôt, qui sont racontées et qui ne sont pas retenues. D'abord, il y a plusieurs choses. Il ne faut pas oublier qu'un récit, un mythe, ça explique pourquoi le monde est tel qu'il est. Donc il y a une vraie force d'inertie à ce niveau-là. Si on change les histoires qui expliquent notre monde, ça a un impact nécessaire sur l'ensemble de la vie de la collectivité. Ensuite, donc rien que pour ça, le récit a un certain poids. Ensuite, un récit, c'est un enchaînement causal. On ne peut pas passer de A à B. Quand on est habitué à passer de A à B à C, on ne va pas brusquement passer de A à D à C. Donc ça veut dire que la structure en tant que telle ne bouge pas. Par ailleurs, il y a une pression qui est énorme. Si je vous raconte une histoire du petit chapeau rouge qui n'a rien à voir avec la version, il y a quelqu'un, alors vous êtes poli, vous n'allez pas me contredire directement, mais vous allez faire la grimace. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à des récits et qu'il y a une vraie pression en fait, du public pour qu'on répète exactement les choses. Parmi les autres moyens de pression, parce qu'il y en a de très nombreux, on a l'idée également, d'un point de vue purement neurologique, à partir du moment où on raconte une histoire qui a un fort impact émotionnel, on tend à la mémoriser plus facilement. Pour ceux qui l'ont connu, on est généralement capable de se souvenir de ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'attentat des Tours Jumelles, et on se souvient de où on était, ce qu'on faisait. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a une forte valence émotionnelle, on retient l'information. Voilà, donc il y a plein d'autres choses, c'est quelque chose qui est très complexe. Alors après, les mythes évoluent. Ils évoluent aussi, là encore, j'ai travaillé dessus, ils évoluent beaucoup par à-coups, c'est-à-dire qu'ils restent stables très longtemps. Alors il y a des signaux statistiques qui permettent de le repérer. Et puis, lorsqu'il y a une invention technologique ou un bouleversement du type la colonisation, il y a une évolution très rapide du mythe, parce que de toute façon, le mythe n'arrive plus à expliquer le monde tel qu'il est. Donc il y a deux solutions, soit on arrête de le répéter, soit on l'adapte. Et c'est comme ça que, brusquement, on se retrouve avec des récits qui changent, la structure reste la même, mais qui vont changer très rapidement de forme, où la lance va être remplacée par le fusil, et où l'ogre va être remplacé par le blanc, par exemple. Il y a des récits qui sont documentés où il y a cette évolution. Donc il y a quand même des évolutions qui sont brutales. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie force d'inertie dans le mythe. D'abord parce que, comme ça explique pourquoi le monde est tel qu'il est, on ne s'en rend pas compte en fait. On est entouré de mythes. Il y a des mythes scientifiques. Par exemple, si je vous raconte comment l'univers s'est créé, vous allez raconter qu'il y a eu une explosion au début. Le Big Bang. Vous avez tous entendu parler de ça. Mais ça, c'est un mythe. En fait, techniquement, il n'y a pas eu d'explosion. Il y a des équations. Une explosion, ça implique du bruit. On est dans le vide absolu. Ça implique de la combustion. C'est pas possible. Et techniquement, ce que ramènent les scientifiques, c'est des équations
Alors, je ne dis pas que le Big Bang n'a pas existé, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mythe, en fait. On ne le questionne pas. Il y a plein d'autres mythes. Ce que je vous parlais de mythes personnels, on s'est tous fâchés un jour ou l'autre avec quelqu'un au point de ne plus vouloir lui parler. Et puis la version qu'on se raconte à soi et qu'on continue à se raconter est une version forcément où on est à son avantage. Hein, bon, c'est pas collectif, c'est pas je vois ceux qui sourient. Hein. Donc c'est pas un mythe collectif, mais ça relève d'un mythe, c'est un récit fondateur qui explique pourquoi on est tel qu'on est. Donc il y a une vraie force d'inertie au niveau du mythe qui évolue quand même, hein, qui continue. Il y a des pressions de sélection sur un récit, mais voilà, il faut voir après le verre demi-vide ou demi-plein. C'est un profond pouvoir cohésif au niveau de la société. Ça, c'est le verre demi-rempli. Ça tend parfois à nous empêcher de voir certains chemins que l'on pourrait parcourir. Ça, c'est le verre à demi-vide. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je me demandais s'il y avait un lien entre la nature de certains mythes et des pratiques artisanales ou techniques. Et est-ce qu'on pourrait penser que la fonction des mythes serait parfois en fait, de maintenir certaines pratiques techniques? J'ai combien de temps? Ou un exemple que vous auriez en tête? Alors, oui, alors... Oui. Non, en fait, c'est compliqué. Ça renvoie à un autre débat qui renvoie au rituel, la notion entre le mythe et le rituel. Sachant que, débat que j'ai eu avec certains d'entre vous hier, sachant que certains chercheurs pensent qu'il y a le rituel et que le mythe arrive après pour expliquer le contenu du rituel. D'autres pensent qu'il y a d'abord eu le mythe et après le rituel. Donc, c'est-à-dire qu'on donne d'abord le mode d'emploi et après on fait la cuisine. Dans d'autres cas, on fait d'abord la cuisine, puis après on justifie la recette que l'on a faite. Et à titre personnel, il y a, à mon avis, on est sur deux plans qui sont différents. En fait, dans les mythes, il y a beaucoup... Le mythe explique pourquoi le monde est stable. Donc, voilà, on a les choses, on a la mythologie qui nous explique pourquoi le monde est stable, pourquoi la Terre ne va pas disparaître aujourd'hui, pourquoi il y a des arcs-en-ciel, pourquoi parfois il y a la sécheresse, pourquoi parfois il y a la pluie, tandis que les rituels sont un moyen pour les humains de maintenir cette stabilité. Voilà, donc en fait, on est sur deux champs différents. Si on renvoie à l'art, il y a des relations extrêmement complexes en fait, entre la mythologie et l'art. Ça dépend où on se situe, quand on se situe et dans quelle ontologie on se situe. Là, la mythologie peut être source d'inspiration de l'art. Il suffit de regarder l'art occidental, puis on retrouve dans beaucoup d'endroits. L'image permet de figer les choses. Mais dans certains cas, par exemple, les images, on a l'impression que les images vont s'animer. Vous savez, où il y a un mouvement qui est suggéré, ça active dans votre cerveau des zones qu'on appelle HMT+, et V5, d'où nom pour indiquer des zones qui s'activent quand on voit un mouvement. Hein, vous avez des aires du cerveau, quand vous voyez quelqu'un qui bouge, qui s'allume, et ça allume les mêmes zones. Donc l'image, dans ce cas, précède le mythe, mais vous connaissez tous des mythes où il y a des images qui s'animent. Donc voilà, c'est très complexe, il y aurait de quoi écrire un livre. Il y a des livres qui ont été écrits. Beaucoup de livres qui ont déjà été écrits dessus. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas tout à l'heure.